Écoutez, bienvenue à tous. On est dans le podcast Avenia, un podcast de la communauté benfiquiste. Et aujourd'hui, on reçoit un invité un peu particulier, un artiste qui fait vivre la culture portugaise dans les rues et les galeries de Paris. Un street artiste franco-portugais originaire de Corbeil-Essonnes, avec des racines du nord du Portugal, du coup un peu comme moi. Il vient de Viana do Castelo. Il a aussi vécu aux Canaries et il développe depuis plusieurs années un travail autour de la mémoire et de l'histoire portugaise. Alors, il expose actuellement au consulat du Portugal à Paris une exposition qui s'appelle Orgulhosamente Abril, une exposition inspirée par l'histoire et l'identité du Portugal. Et bien sûr, comme beaucoup de personnes dans la diaspora portugaise, il est aussi supporter de notre club du Sport Lisboa e Benfica. Du coup, on va parler d'art urbain, d'identité, de transmission et bien sûr du Benfica. Je dis bienvenue à notre grand artiste benfiquiste Glaçon. Comment tu vas? Salut Raoul, bonjour à tous. Ça va super bien, merci. Alors du coup, merci de participer à ce podcast. Du coup, moi, c'est une fierté de te recevoir. Tu es le premier invité sur ce format. Donc je t'ai présenté, on va essayer de te connaître un peu plus. Alors pour la petite info, je t'ai rencontré hier sur place à l'exposition au consulat, que je conseille à tous. On va revenir dessus. Et du coup, le but aussi, c'est un petit peu de te connaître. Et du coup, moi, ma première question, qui est Glaçon? Tu poses la question du coup qui est Glaçon d'un point de vue général, ça veut dire artistique ou plutôt la personne que je suis dans la vraie vie? Parce qu'il faut savoir qu'il y a Glaçon l'artiste qui se prétend artiste d'ailleurs et qui peint les murs de Paris, et puis il y a la personne, la vraie quoi, celle qui va au travail et qui regarde des matchs de foot. Alors j'ai envie de dire, on va commencer par l'artiste. Ok, Je pense qu'on viendra après avec le vrai Glaçon. d'accord. Bah, le côté artistique, bah écoute, j'ai toujours été, comment dire, passionné par l'expression artistique, parce que aujourd'hui je fais de la peinture et du graffiti, mais pendant très longtemps c'était pas du tout ma voie. Mais j'ai toujours voulu m'exprimer artistiquement. Pendant très longtemps j'ai fait de la musique, donc comme tu peux le voir, ça n'a rien à voir avec la peinture urbaine. Mais j'ai toujours aimé faire passer des messages, que ce soit par les notes de musique ou par les bombes de peinture. Et lorsque je suis tombé un peu dans le monde du graffiti et de l'art urbain, finalement cette grande famille de l'art urbain, bah, j'ai été piqué en fait, et tellement je suis dedans. Aujourd'hui, j'ai la chance, le bonheur d'être parfois considéré comme artiste, et du coup, je répète mes mots, mais j'ai la chance de pouvoir exposer et faire de ma passion mon travail. Je peins des figures, des portraits dans la rue, dans les rues de Paris, et de fil en aiguille, tel finalement l'effet domino, une peinture emmène à une autre, qui emmène à une autre, qui emmène à une exposition, qui amène à ce podcast aujourd'hui. On reviendra sur des peintures, notamment moi, je t'ai connu par une peinture que tu as faite sur Paris de Miklos Feher. Donc c'est comme ça que je t'ai découvert sur Instagram, entre autres. Mais on reviendra aussi sur d'autres peintures que tu as pu réaliser un peu partout dans le monde, parce que tu n'as pas peint que à Paris. On reviendra là-dessus. Alors pourquoi ce nom Glaçon? Je vais poser la question. Alors, je dis pas que j'aime pas répondre à la question, parce que, pour te dire la vérité, c'est la question qui m'est le plus posée, depuis 10 ans. Mais en fait, la réponse, elle est vraiment nulle. C'est un surnom qui m'a été donné par un ami à moi slash colocataire, et ce gars-là, Alexis, en fait, on était à l'école ensemble, enfin à l'école, post-bac, on a étudié après le bac ensemble pour devenir animateur. Parce que moi, mon vrai métier de base, avant de peindre des murs, c'est être animateur pour enfants, enfin pour ados, moi. Et en fait, ce gars-là, il a commencé à m'appeler avec ce surnom qui, de base, se voulait être ridicule.
Il y a un lien avec le rappeur américain Ice Cube, mais je n'ai pas la prétention de faire du rap. Mais du coup, c'est une version française ou franchouillarde de Ice Cube, le rappeur californien. Et ce surnom qui m'a été donné de façon ridicule par mon coloc est resté. Et c'est tellement resté qu'aujourd'hui, je signe avec ce petit surnom que je considérais de base ridicule et qu'aujourd'hui, finalement, j'assume. Mais l'histoire est nulle. L'histoire est nulle. C'est une histoire. C'est une histoire. On remerciera ton colocataire. Il doit être fier parce que du coup, aujourd'hui, ça, c'est ton nom d'artiste et du coup, tu l'assumes et c'est ce qui compte. Du coup, alors, je vais revenir un petit peu. Tu es né en Essonne. Tu as des racines de Vienne de Keshtel. Tu as aussi des racines qui viennent d'Afrique. Tu pourras nous en parler. Moi, j'ai envie de savoir comment cette double culture est à construire en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'artiste, si tu as des inspirations par rapport à cette double culture, au final, qu'on a un peu tous, parce qu'on est d'origine portugaise et pour ma part, moi, j'ai une culture française et une culture portugaise. Donc, du coup, comment toi, tu as vécu cette double culture et comment elle t'a construit en tant qu'homme et en tant qu'artiste? En fait, la réponse, elle est extrêmement simple. Mon papa, il est arrivé en France à l'âge de 24 ans et il m'a eu à l'âge de 28 ans. Donc, entre le moment où il arrive en France et le moment où je nais, il y a eu que 4 ans, en fait. 4 ans, c'est suffisant pour lui, enfin, ça a été suffisant pour lui, il a appris quelques mots, la base, quoi. Et donc, quand je suis né, il était beaucoup plus portugais que français. Il avait 24 ans de Portugal et 4 ans de France. Donc, lui, il m'a éduqué avec sa culture à lui. Et donc, forcément, on dit aujourd'hui, j'avais pas les refs. Tout ce qui était de l'ordre de la culture francophone et française, avec un grand F, moi, je l'avais pas en fait. Mon père, il m'a éduqué comme lui, il souhaitait m'éduquer avec ses références à lui. Et donc, il m'a éduqué à la portugaise, mais dans un foyer du 91 à Corbeil-Essonnes. Ma maman, elle, elle avait plus de liens déjà avec la France. Elle a vécu plus de temps en France que mon père. Et donc, elle nous a finalement donné ce petit côté français, mais elle n'est pas française elle-même. Elle est portugaise aussi. Donc, moi, je dis souvent en rigolant que je suis, et c'est vrai, le premier de mon arbre généalogique à ne pas naître sur le sol portugais. Donc, quand toute ta famille, papa, maman, papi, mamie, l'autre mamie, sont tous portugais, en fait, tu peux pas ne pas avoir cette double culture, dans le sens où moi, je considère avoir eu presque plus de culture portugaise que française. La culture française, elle m'a été apportée par l'école et par les copains, et la culture portugaise, elle m'a été apportée par le foyer, par la maison. Ok, d'accord. Donc, culture assez portugaise, on comprend pourquoi du coup, peut-être ce lien aussi avec Benfica, on reviendra dessus. Je sais que tu as vécu aussi aux Canaries, ça a été une belle expérience aux Canaries pour toi aussi? Ouais, complètement. C'est la première fois que je quitte la France pour un autre pays. Et en fait, en arrivant aux Canaries, j'ai vraiment assumé le fait que j'étais portugais, en fait. Pourquoi? Parce qu'en France, on me pose pas la question. En France, j'étais vu comme un Français ou par les copains, comme un Portugais. Mais quand j'arrive aux Canaries, on me demande: «Tu viens d'où?» Et là, c'est compliqué. Qu'est-ce que je réponds à «Tu viens d'où?» Et du coup, bah, je répondais, bah: «Je viens du Portugal», et on me présentait comme le Portugais et je m'auto-présentais comme Portugais. Et vu qu'aux Canaries, en fait, c'est une espèce de melting pot où, moi, j'ai vécu à Fuerteventura, il y a beaucoup d'Italiens, d'Allemands, d'Anglais, de Polonais, de Russes, et ben, tout le temps, c'est, «Tu viens d'où?» Tu vois? «Where are you from?» Et donc, bah, moi, je répondais Portugal, quoi. Parce que c'est en fait, c'est à l'âge de 19 ans, 20 ans, 21 ans, que je commence à assumer avec des mots que je suis portugais parce que, à ce moment-là, bah, vu que c'est ce que j'ai vécu, même si j'ai plus vécu en France qu'au Portugal, bah, on me demande: «Tu es qui? Tu viens d'où?» Bah, je m'appelle Brian et je suis portugais, quoi. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me considérer comme portugais. Et il faut savoir que c'est aux Canaries que j'ai commencé à peindre. Donc finalement, mon expérience à Fuerte, bah, elle m'a ouvert les portes artistiques et finalement, un peu, le côté, où j'assume, ma double culture et je mets en avant, le côté portugais.
Du coup, c'est une belle transition. On n'a pas fait exprès pour le coup. Et la question qui allait venir, c'est comment tu as commencé le graffiti pour le coup? Alors, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a plusieurs étapes et j'arrive pas à le comparer avec, une autre activité. Tu vois, par exemple, bah, un footballeur, comment il commence à jouer au foot? Bah, écoute, il a un ballon et il joue au foot dehors, tu vois? Ou il est inscrit, dans son club de quartier. Le graffiti, c'est autre chose parce que c'est une activité qui est illégale. Donc en fait, il y a plusieurs débuts. Donc quand je te dis que j'ai commencé le graffiti aux Canaries, oui, j'ai commencé à peindre dans la rue. Mais le graffiti, ça peut se pratiquer autre part. Tu es pas obligé de peindre dans la rue pour faire du graffiti, même si bon, c'est comme ça qu'on l'imagine. Et donc j'ai commencé d'abord à faire ce qu'on appelle des tags, en écrivant des conneries sur des rebords de table dès le lycée, en fait. Donc au lycée, j'écrivais sur les murs de mon lycée, dans la cour de récréation, dans les gymnases, dans les vestiaires, sur les tables, et dans les salles d'examen. À chaque fois que je pouvais écrire quelque chose et être reconnu par mes camarades, je le faisais. Du coup, c'était une espèce de petit plaisir, quoi. C'était jouissif de savoir que finalement j'écris une connerie et les gens savent que c'est moi. Hier, forcément, tu passes d'un marqueur Posca à une bombe de peinture, sauf que moi, quand je suis au lycée, je suis mineur et j'ai pas le droit de le faire. Déjà, j'ai pas d'argent de poche, donc j'ai pas moyen d'acheter des bombes de peinture. Et là où les 2 ou 3 bombes de peinture que j'ai, mes parents refusent que je pratique dehors. C'est complètement fou. Tu vas pas dire à l'âge de 16 ans ou 17 ans à ton père: «Je sors, je vais peindre dans les rues, de Corbeil et je reviens». Hors de question. Surtout pour une famille portugaise, Voilà, c'est ça. Et surtout j'imagine. qu'à l'époque, je ne faisais et Glaçon n'existait pas. Glaçon, il n'était pas là, en fait. Je faisais pas de portrait, enfin, c'était nul ce que je faisais, tu vois? On commence toujours par les trucs pourris. Et donc en fait, de fil en aiguille, j'arrive, aux Canaries et il s'avère que là où je suis, sur l'île où je suis, c'est le désert. C'est le désert. Je sais pas si, tu as déjà mis les pieds là-bas, mais, il y a énormément d'hôtels abandonnés ou d'hôtels qui ne sont pas terminés. Il y a plein de rues vierges avec des murs vides. Il y a des morceaux de murs cassés, abandonnés et abîmés par la vie. Et donc en fait, quand toi, tu es là, aux Canaries, qu'il y a des magasins qui vendent des sprays, qu'il y a plein de murs vides et qu'il y a pas de police. J'ai été contrôlé 0 fois en 1 an et demi, pour te dire. Tu te dis: «Bon, pas de police, bombe de peinture, mur vide, allez, on va essayer des trucs» et donc j'ai commencé à me faire la main, quoi. Donc d'abord j'écrivais, j'ai fait du lettrage et puis j'aimais pas trop. Puis après j'ai commencé à faire, bah, des j'ai essayé de faire des portraits et puis, d'un petit portrait, j'en fais un moyen, puis d'un moyen, j'en fais un peu plus grand, donc S, M, L, XL, XXL et aujourd'hui, bah, en général, je fais du XXL, je fais des gros portraits dans la rue. Mais ça commence toujours par faire des trucs vraiment nuls et on n'est pas forcément fier de ce qu'on a fait au début et puis, peu à peu, on commence à prendre du courage parce qu'il faut se dire que c'est illégal, donc il faut une espèce de ouais, de courage. En fait, c'est de l'adrénaline. Au début, c'est de la pure adrénaline. Tu as pas le droit de le faire, tu le fais quand même. Donc en fait, c'est ça qui m'a attiré avec le graffiti. C'est ne pas avoir le droit de le faire, mais le faire quand même. Alors, une question qui me vient comme ça, tu as été inspiré par d'autres artistes, street artistes ou pas du tout? Alors, moi, question parfaite parce que bon, on est là pour parler Portugal. En fait, au début, pas trop. Quand je commence à m'intéresser au milieu du graffiti, en fait, je commence en regardant un film. Mon meilleur ami me donne l'obligation, me force à regarder un film qui s'appelle Faites le mur. Donc c'est un film qui est fait et réalisé par Banksy. Et donc Faites le mur, je le regarde et donc je découvre le monde de ce qu'on appelle aujourd'hui le street art. J'ai un peu du mal avec ce terme. Et bon, le street art. Et du coup, je découvre ce milieu-là. Et dans ce film, bah, tu as des portraits de Shepard Fairey, donc Obey, tu as des portraits de Mr. Brainwash, Thierry Guetta, et tu as le portrait de Banksy, du coup. Et donc, je commence à voir, en fait, ce milieu-là par le prisme du documentaire, mais je ne m'identifie pas forcément à ces personnages. Et en fait, à ce moment-là, on est en 2013 ou 2012, et à Paris, dans le 13e arrondissement, il y a une grande tour de, je dirais, 15 étages, qui est vouée à la destruction et elle s'appellera la tour Paris 13. Et cette tour Paris 13, elle a été investie par plein d'artistes du monde entier et chaque artiste avait une pièce, une chambre, un couloir, et avec mes potes, on y va. Donc on est vraiment en 2012 hein, ou 2013 et on va avec mes potes pour la première fois à Paris, donc on fait Corbeil-Paris en RERD, on va à la tour Paris 13 et là, moi, je tombe
presque amoureux de ce milieu-là. Mais pourquoi? Parce que en fait, je vois qu'il y a des noms portugais dans cette tour, tu vois? Et je me dis: «Attends, mais nous aussi on fait ça du coup? Il y a pas que Banksy et ah, il y a des portugais aussi?» Et donc Oui, je beaucoup de tombe sur Portugais des d'ailleurs. énormément. Et donc en fait, je tombe sur des œuvres de portugais, notamment Mais Menos, donc plus moins. Et ce gars-là, bah, en fait, je me dis: «Mais attends, mais s'il y a des portugais dans le milieu, bah, trop cool en fait, je vais m'intéresser à eux». Et donc je me suis intéressé à Mais Menos et ensuite à Odate, qui d'ailleurs Odate a peint le tunnel, je sais pas, mais forcément tu es allé 500 fois au Estádio da Luz version 2, et ben dans le tunnel, quand tu passes du Colombo au stade, tu as un tunnel qui donne accès au stade, et ben les peintures ont été faites par Odate. Donc Odate, Mais Menos, derrière bah, Vince, que je découvre plus tard, Bourdal au second. Et en fait, quand je vois qu'il y a énormément de Portugais, mais je me dis, mais ok, faut que je reste là-dedans. En fait, moi, tout ce qui est en lien avec le Portugal, je vais foncer dedans. En fait, c'est tête baissée. Tu vois, que l'eau elle soit froide ou chaude, je plonge. Et du coup, bah, je me suis plus intéressé aux artistes portugais du secteur qu'aux grands noms du graffiti que sont les Invader ou Banksy ou autres mystiques, C215, que je respecte hein, et que j'apprécie. Mais j'ai moins été bercé par C215 alors qu'il habite à Vitry que par Vils ou Menge qui eux habitent au Portugal. Alors c'est marrant que tu parles de cette tour, parce que du coup, moi j'y suis allé aussi. Yes. J'aime bien le street art. J'ai été là-bas et j'avais découvert aussi à l'époque donc des street artistes portugais, les noms que tu as donnés. Entre autres, alors je ne savais pas que c'était Odette qui avait fait le tunnel no Estado da Luz, donc tu me l'apprends. Et je pense que tout le monde le connaît, tout le monde a déjà pris des photos là-bas Ouais. sur place. Une grande réussite en tout cas. Puis Vils, bon, on va pas le présenter du coup, parce que c'est un grand street artiste qui a fait le dernier maillot en collaboration avec Benfica. Donc que tu cites ces personnes, c'est top. Ça, voilà, et en plus des gens qui t'ont inspiré, je trouve ça sympa. Alors, par rapport à alors pour le coup, moi, j'ai recherché derrière, je t'ai suivi, du coup, parce que j'aime bien donc le street art et comme je disais, une des figures que tu as fait, Miklos c'est celle qui m'a permis de te découvrir. Donc tu as pas fait que celle-là. Peut-être que les gens, ne les connaissent pas toutes. Il y en a, récemment que tu as fait aussi, par rapport à la victoire du PSG avec, nos athlètes portugais, entre autres, João Neves, Gonçalo Ramos, Vitinha et Nuno Mendes qui sont aussi, assez connus, sur Paris, mais tu en as fait d'autres. Est-ce que tu as une œuvre comme ça dont tu es le plus fier? Ou est-ce que, tu les aimes un peu toutes? J'imagine qu'il y a des sentiments un peu différents à chaque fois, mais, qu'est-ce que tu peux nous dire, par rapport à tes œuvres que tu as pu faire? Bah, alors, ça peut paraître bizarre, mais ma carrière artistique, elle se passe comme une carrière d'un musicien. Donc là, tu vas dire: «Je vois pas le rapport», mais en fait, je pense mes peintures comme des singles. Et donc c'est comme si tu demandais à un artiste: «Quelle est ta musique préférée de ton répertoire?» En général, un artiste les aime toutes. Donc c'est difficile pour moi, sachant que je me donne à fond à chaque peinture, de donner ma préférée. Comme la musique, il va y avoir des singles qui vendent plus que d'autres et des musiques qui marchent plus que d'autres et d'autres, des musiques qui vont moins bien marcher, mais qui sont plus perso. Moi, le graffiti, c'est comme des musiques. J'aime bien ceux qui ont bien marché. Donc forcément, la peinture de Yozel, elle a très, très, très bien marché. Il y a eu des passages télévision, il y a eu voilà, comment dire, des articles dessus. Donc forcément, je ne peux pas ne pas citer la peinture de Eozel, surtout qu'elle a été faite au Mozambique, mais on en parlera après. Mais celle que tu cites de Mickey Feher, elle n'a pas tant marché que ça, parce que bon, on parle d'un joueur hongrois décédé il y a plus de 20 ans. Mais pour moi, c'est une de mes préférées parce que l'événement,
triste, tragique, la mort de Mickey Feher, m'a profondément marqué alors que j'avais que 8 ans. Et donc rendre hommage à un joueur que je n'ai pas connu, mais qui m'a marqué et qui est le premier souvenir de foot que j'ai dans ma vie, parce que Feher, il meurt avant l'Euro 2004 et je commence à m'intéresser au foot pendant l'année 2004, mais l'année commence tragiquement avec la mort de Mickey. Et du coup, la première image que j'ai de moi qui regarde le foot, c'est une image de deuil et de tristesse où on me raconte qu'un joueur de mon équipe est mort sur le terrain, à la télé. Et donc, le fait de rendre hommage à Feher 20 ans, presque pile, après sa mort, je l'ai peint en plus un 25 janvier, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est une de mes préférées sentimentalement. Voilà, la peinture de Feher, c'est une de mes préférées. Après, forcément, les peintures qui ont marché, je te parle de Yuri Leitão, champion olympique. Elle a cartonné celle-ci. Yuri Leitão, champion olympique de vélo, pour ceux qui ne connaissent pas. Paris 2024, champion olympique, médaille d'or et médaille d'argent. Cette peinture-là, elle a cartonné. Il y a eu la SIC, il y a eu RTP, il y a eu Abol, il y a eu o Jogo, il y a eu Diário das Notícias. Il y a eu tout le gratin de la presse qui en ont parlé. Donc forcément, et en plus, c'est un athlète de Viana. Et il y a eu la peinture de Eusébio. Et Eusébio, pourquoi? Parce que, en fait, les étoiles se sont alignées. J'ai peint une grande figure portugaise. Je l'ai peint au Mozambique, mais je ne l'ai pas peint que au Mozambique, je l'ai peint dans le quartier où il est né et où il a grandi, et je l'ai peint sur le terrain de foot où il a commencé à jouer, juste en face de la rue Eusébio da Silva Ferreira. Donc le fait de peindre Eusébio devant la rue qui porte son nom, dans le quartier où il est né, sur le terrain où il a commencé à jouer au foot, tout s'est aligné pour que la peinture soit un franc succès. Alors pour le coup, on allait en parler plus tard, mais c'est venu plus tôt que prévu. C'est clair que cette peinture, elle est exceptionnelle. On en a discuté hier ensemble. Le... Bon, les gens auront compris, tu es un vrai supporter de Benfica. Peindre notre icône dans son pays, là où il a commencé à jouer, enfin, moi, je trouve ça magnifique. Alors, je ne sais pas si dans la vidéo, on pourra mettre la peinture, mais sinon, j'invite les gens à regarder sur internet. Tu as fait une très belle vidéo, sur le projet et c'est clair elle est magnifique. Peut-être les gens l'auront déjà vu puisque comme tu dis, il y a une médiatisation importante de par ton projet parce que, ça a été fait, comme tu m'as expliqué, avec les gens, du quartier, au Ouais, c'est Mozambique. ça, c'est génial, ouais. Ça, c'est Et génial, ouais. et pour le coup, j'invite les gens à regarder la vidéo parce que c'est vraiment exceptionnel et je pense que c'est quelque chose qui restera, gravé, pour toi, mais aussi pour les gens, là-bas et je pense que c'est un grand hommage que tu as fait, au Mozambique, à Benfica, franchement exceptionnel. J'invite vraiment les gens à aller regarder tout ça. Bah, ce qui m'a touché le plus, excuse-moi de te couper, c'est que derrière, sans même m'en parler, je l'ai su après à la télé, l'équivalent de RTP au Mozambique, donc c'est TVM. TVM est allé sur le lieu de la peinture et a filmé, alors je ne suis pas dans la vidéo, hein, mais ils ont, demandé aux habitants du quartier, ce qu'ils en pensaient de la peinture. Alors ils ne me mentionnent pas, il y a pas de souci, moi j'ai offert la peinture, mais moi ce qui m'a beaucoup touché, c'est cette vidéo-là où les gamins du quartier, témoignent de leur affection pour une peinture qui est toute fraîche. Elle était encore presque, tu vois? Ça sentait encore la peinture. Il y a TVM qui est venu, le lendemain et il filme les gamins, les ados, les éducateurs et ça m'a énormément touché. Et il y a aussi, et je trouve ça beau parce que du coup c'est l'amour, du sport, le coach ou le président, je crois, du club de rugby, du quartier m'a sollicité sur Instagram pour me remercier alors que lui, il est coach de rugby. Mais, il a dit voilà il m'a remercié pour ce que j'ai fait pour les gamins du quartier parce que le fait de peindre avec les petits, ça a été, un moment, très, 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 très fort. Et puis attention, hein, on parle d'un quartier, défavorisé, où il y a du coup pas forcément de tourisme, et puis c'est pas le quartier qui attire le plus de monde, donc je suis encore plus content en fait d'avoir, finalement laissé un peu une trace, dans le quartier de Mafalala, à Maputo. Si tu permets, on va parler d'une petite anecdote que tu m'as fait part, concernant, cette peinture.
Parce que, je veux dire la plupart des gens et moi, quand tu me l'as raconté, je dis: «C'est quand même quelque chose, ça vaut le coup de le raconter». Mozambique, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde, si les gens Ouais. ne le savent pas. Dans le top 10 des plus pauvres. Mmh. Voilà et du coup, on trouve pas, on va dire, tous les biens déjà que les gens, je vais dire, ont besoin, pour vivre et alors il y a quand même une petite anecdote sur les bombes de peinture, pour faire les graffitis. Est-ce que tu peux nous raconter, quand même cet épisode? Je pense que ça vaut le coup pour montrer la détermination qui a été aussi peut-être un des facteurs, qui a montré à la population le fait que tu voulais vraiment faire, cette peinture. Est-ce que tu peux nous raconter, cette Ouais. petite anecdote? Ouais, carrément. Bah, faut savoir que bon, un voyage au Mozambique, ça se prévoit à l'avance et forcément, moi, quand je prépare mon voyage, je me fixe des objectifs et l'objectif numéro un, c'était de peindre. Je ne repars pas de là-bas sans peindre. Du coup, 2 ou 3 mois avant le départ, je commence à tâter le terrain, je me renseigne, où est-ce qu'on peut acheter des sprays. Heureusement, je connais un peu de monde là-bas, avant d'y être allé, donc je pose des questions. J'ai pas forcément de réponse, donc je contacte on va dire à l'audace, des artistes, plasticiens. Je leur pose des questions, ils me disent: «Non, des sprays, nous, on n'a pas, on est plutôt sur de la peinture», ils ont des partenariats avec des marques de peinture, mais pas de spray. Ça commence à m'inquiéter. Donc je vais, sur internet et je regarde, où est-ce qu'on peut acheter des sprays, donc des bombes de peinture et l'endroit le plus proche pour le faire, c'est à Johannesburg, en Afrique du Sud. Du coup, moi, j'ai un visa pour aller au Mozambique. Heu, il faut donc prendre le visa plus cher. Tu passes d'un visa à, bah, de je sais pas, je crois que c'est de 70 à 150, du coup, pour pouvoir sortir et revenir. Donc je prends le visa beaucoup plus cher pour avoir le droit de sortir et revenir et je me renseigne comment est-ce que je peux aller à Johannesburg, acheter les sprays et revenir. Là, c'est compliqué. On me déconseille de le faire en voiture tout seul parce que c'est dangereux et on est en pleine instabilité politique à l'époque parce qu'il y avait des élections qui ont été truquées, et donc il y avait des échauffourées, des barrages de police. On me dit non, n'y va surtout pas tout seul. Donc je demande à un cousin à moi qui, lui, connaît un peu mieux. On y va ensemble avec ma famille. On part en avion. On va à Johannesburg. On passe une nuit là-bas. On trouve la boutique qui en vend. Il y a une boutique qui en vend, une. On y va. J'ai pas beaucoup d'argent, donc je prends que 3 bombes, du noir, du blanc et du rouge. Et sauf que les bombes, elles passent pas dans l'avion. Donc il faut trouver une solution pour que les bombes passent par la frontière terrestre en voiture et que moi je rentre en avion sans les bombes et les récupérer à Maputo. Je demande à une cousine qui, elle, a une voiture immatriculée sud-africaine de mettre les bombes dans son coffre, de passer la frontière 2, 3 jours après que moi, je sois retourné au Mozambique. Moi, je rentre à Maputo, j'attends ma cousine, elle a les bombes, elle me les passe, j'en ai que 3. J'ai les bombes, j'ai l'idée, mais j'ai pas l'autorisation de peindre et je sais pas encore si je vais pouvoir le faire ou pas. Mais bon, mission bombe réussie, ça m'a coûté énormément d'argent parce que aller-retour en avion, même si c'est que 45 minutes, c'est un petit billet. Et puis il a fallu donc trouver la boutique, il a fallu louer une voiture, passer une nuit. Enfin, ça a été une catastrophe, mais on a réussi à avoir ces bombes. Et quand je suis arrivé à Maputo, avec tellement de détermination, c'était, aller parler aux gars du quartier, leur proposer mon projet, leur pitcher un peu l'idée, inviter des gamins du quartier, peindre ensemble et voilà. Et la vidéo après, bah, vous pouvez la voir. Alors j'aurais envie de dire un truc par rapport à ça, qui m'est venu là, dans la tête en t'écoutant. Je la connaissais déjà l'histoire parce que tu me l'avais racontée. Mais du coup, alors on dit souvent au Benfica qu'on veut que les joueurs tenham race, querer et ambition. Ouais. Franchement, là, pour le coup, on peut dire que tu as eu race, querer et ambition pour pouvoir faire ce projet-là. Parce que les gens, peuvent se dire: «Ouais, c'est facile d'aller faire, quelque chose comme ça. Tu es un artiste, connu, pas connu, Ah, bref». tu pas. Peut-être voilà. En fait, là, je voulais que tu racontes cette petite, anecdote qui est en fait une grande histoire au final parce que, je pense que les gens, qui t'ont reçu, sur place, qui étaient sûrement au courant que, voilà, trouver des bombes, au Mozambique, c'est compliqué. Ouais, quand ils voient débarquer un blanc, dans le village,
d'Eusebio, là où il a joué, en leur, disant, leur pitchant le projet que tu as eu, je pense qu'ils ont ouvert grand les yeux. Ils se sont dit: «Là, on est tombé sur quelqu'un qui a de la volonté, on va on va se faire plaisir tous ensemble». Bon, on vous laisse regarder, la vidéo. En tout cas, ce mur, il est exceptionnel et j'ai envie de dire, il y a pas que ce mur-là. Moi, je t'avais suivi aussi, pour le projet que tu as eu, concernant la révolution, des œillets le 25 avril, du coup, qui est une grande date pour le Portugal parce que c'est la fin de la dictature. Alors, pourquoi ça me touche? Parce que, pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup de Portugais qui sont en France, du fait de cette, dictature. Donc le fait de rendre hommage à à la révolution, des œillets et du coup, tu as eu comme projet sur Paris de peindre, plusieurs murs, comme un calendrier, de l'avent. Je voulais que tu nous parles de cette petite série, que tu as fait, sur Paris avec des portraits qui, pour moi, me parlent énormément. Je trouve ça exceptionnel. Bah, écoute, on va reprendre la métaphore de la musique. Je t'ai dit, il y a 20 minutes que chaque peinture était pensée comme un single. Eh bien, le projet 25 avril, ça a été pensé comme un album. Un album de 24 chansons, du coup. En gros, quand arrive l'année 2024, donc on est en janvier et je suis en voyage et je me dis 2024, ça va être l'année du cinquantenaire. Donc 50 ans de la Révolution. Alors pourquoi ça fait tilt? Parce que moi, j'habitais à Lisbonne pour les 45 ans. Et je me suis dit: «Tiens, c'est marrant, il y a pas forcément d'événements». Donc j'étais dans les rues de Lisbonne, un 25 avril et j'ai pas forcément vu d'événements, forts et je me suis dit: «Bon, peut-être parce que c'est les 45 ans». Bon, c'est pas forcément, une date qu'on célèbre, les 45 ans et je me suis dit donc en 2019: «Attention, 4, il faudra que tu fasses un truc». Sauf qu'entre temps, je commence à améliorer un peu la technique et je commence à faire de plus en plus de portraits et là, je me dis: «On est en janvier 2024, je suis en vacances, je suis aux Açores» et je me dis: «Je peux pas rentrer en France sans idée». Donc je gamberge et je me dis: «Bon, soit je fais une toile et au pire je la vends, soit je fais une peinture, mais bon, elle risque de se faire, repeindre». Et donc j'arrive pas à trouver l'idée en fait. Je trouve pas l'idée, mais je me dis: «Il faut que je fasse quelque chose», mais je ne trouve pas l'idée. Et un jour, j'ai un repas avec d'autres Portugais et je leur glisse l'info à l'oreille et je dis: «Bah, voilà, moi cette année, j'aimerais bien faire un événement autour du 25 avril». Et là, ils m'ont dit: «Dépêche-toi, fais-le vite parce qu'arrivé au mois d'avril, tout le monde va être dessus et toi, tu te feras jamais remarquer. Parce que, tout le monde va parler de ça et toi, tu seras que, bah, une petite goutte d'eau dans l'océan géant de la fête du cinquantenaire». Donc je me suis dit: «OK, il faut pas que je fasse un événement autour du 25 avril, le 25 avril, parce que je vais être juste un parmi un milliard». Du coup, il fallait que je trouve une technique pour faire parler du 25 avril et donc de moi avant la date anniversaire. Et c'est là qu'est venue l'idée du calendrier de l'Avent. À Noël, enfin avant Noël, tous les enfants, ils attendent le 25 décembre pour ouvrir les cadeaux. Et pour faire patienter les enfants, tous les jours du 1er décembre au 24, du coup, il y a un calendrier de l'Avent avec des petits chocolats. Et c'est tellement à la mode, ce calendrier de l'Avent avec des petits chocolats, que maintenant, tu peux avoir un calendrier de l'Avent avec du thé, avec du café, avec des bières, avec des tatouages, avec des chaussures, avec des maillots de foot, avec ce que tu veux. Et je me suis dit, pourquoi pas des peintures? Et c'est là qu'est venue l'idée. Donc on est en janvier, février 2024, et là je me dis, ok, c'est ça l'idée. Tous les jours, il faut que je peigne un portrait pendant 24 jours, du 1er avril au 24 avril, et il faut que ce soit un événement euh, où j'essaye de mettre la barre haute. C'est pas une peinture, c'est 24, mais c'est pas 24 peintures dévoilées d'un coup, c'est 24 peintures dévoilées une tous les jours, telle une chasse au trésor. Et en plus de ça, je faisais des cadeaux à ceux qui suivaient en direct. En gros, je peignais, par exemple, Rose Amante,
ou Salgueiro Maia, ou Zec Afonso. Et chaque peinture que je faisais, qui n'avait pas forcément un lien avec la Révolution, hein. Rosa Motte, elle n'a rien à voir avec la Révolution. Voilà, c'est des Portugais choisis selon mes goûts. Des Et grosses personnalités portugaises, du coup. c'est ça, c'est ça. Tu vas avoir Vince, par exemple, pour le graffiti, mais tu vas avoir José Saramago pour la littérature. Et tu vas avoir qui c'est que j'ai mis bah, j'ai mis Ronaldo, voilà, forcément. Mais tu vas avoir, voilà, il y a de la musique, de la guitare, de la peinture, des prix Nobel, Aldair Sobral, l'Eurovision, enfin, j'ai pris 24 personnalités. Et en fait, j'offrais des cadeaux à ceux qui suivaient le calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui encore, je croise des gens qui me disent, on ne se connaît pas, mais c'est moi qui ai gagné le portrait de Ronaldo ou le portrait de Zach Afonso, ou parce qu'en fait, je faisais des petits cadeaux et soit je déposais dans les endroits, soit je faisais gagner en tirage au sort. Et donc, j'ai offert des toiles ou autres cadeaux pendant cet événement. Et donc, grâce à cet anniversaire de la Révolution des œillets, bah, finalement, j'ai pu faire mon événement qui, aujourd'hui, est ma plus belle réussite. Voilà. C'est l'équivalent d'un album avec 24 chansons. Bah, là, c'est une peinture avec 24 peintures et sur 24 jours. Et voilà. Ça a été très long, laborieux. J'ai très peu dormi, très peu mangé, mais ça l'a fait. Alors c'est top, hein, pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse aller voir aussi sur Internet. Je sais pas si toutes les œuvres ont été recouvertes ou pas. Il en reste Je sais quelques-unes. pas. J'ai reçu un message hier d'une dame qui est passée devant le portrait de Amalia. Hier. Du Voilà. coup, je vous invite à aller les voir sur place, aller les chercher sur place aussi. Ça peut être intéressant de faire un petit road trip sur Paris. Alors, comme tu disais, tu mettais pas qu'en avant des gens de la Révolution des œillets. La première peinture que tu as fait, c'est Sol Germay, donc un des colonels qui a participé à pas un colonel, un capitaine qui a participé, à la révolution, du 25 avril 74. Tu mets aussi en avant des figures, on va dire, que ce soit sportives, littéraires, musique, des figures du portugaises, et tu leur rends hommage, je pense, avec ces graphes que tu as fait, sur les murs. Pour toi, le street art, du coup, tu le considères comme, un outil aussi de transmission, une mémoire collective qu'il faut, transmettre, et faire connaître, pourquoi tu as décidé, alors on a compris que c'était pour les 50 ans, mais est-ce que ça va pas plus loin que ça aussi? Alors, en fait, il y a plusieurs points de vue là-dessus. Moi, c'est avant tout pour rendre hommage, mais aussi euh, pour, excuse-moi l'expression, faire kiffer. En gros, moi, j'adore quand je passe quelque part et que je vois une référence qui me touche. Et aussi pointue soit-elle, c'est justement plus elle est pointue, plus ça me plaît. Tu vois? Alors, j'aime bien les références mainstream. Donc, quand je passe dans une rue et que je vois un portrait de Tupac, bah, je suis content, hein. Mais Tupac, c'est facile. Voilà, Tupac, c'est facile, c'est une figure de la pop culture maintenant, tu vois? Pareil pour, je sais pas moi, Bob Marley ou Michael Jackson ou Ronaldo. Ça, c'est on va dire des références faciles à capter. Moi, là où j'ai pris un plaisir fou, c'est mettre des références très, très simples à comprendre. Donc, il y a eu Ronaldo dans le 25 av dans mon événement. Il y a eu Eder aussi pour, ceux qui ont connu, cette joie du 2016. Mais il y a eu des références beaucoup plus pointues qui parlent pas à tout le monde parce que je voulais en fait, aussi faire en sorte que quelqu'un qui, de base, ne connaît que Ronaldo sur les 24 noms, s'intéresse à d'autres. Il y a des noms très connus. Amalia, on connaît au moins son nom. Qu'on écoute ou pas du fado, bon, ça c'est les goûts de chacun. Mais je voulais en fait intéresser la communauté à d'autres noms. Il n'y a pas que Ronaldo et Amalia. Et c'est pour ça qu'il y a deux, trois références un peu moins mainstream.
Alors après, j'ai aussi mis des références populaires et pas forcément trop portugaises non plus. Je pense par exemple au franco-portugais David Castelo Lopez. Je ne sais pas si tu suis son contenu, mais voilà, il est humoriste, il fait des spectacles, il est stand-upper, il est journaliste, il est chroniqueur. Bah, lui, il a un petit lien avec le Portugal, il le dit lui-même. Il n'est pas 100% portugais, mais c'est aussi une façon, finalement, de, de faire connaître le côté portugais de quelqu'un qu'on connaît peut-être sans savoir qu'il l'est. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai mélangé des références très historiques, comme Salgueiro Maia ou José Afonso, avec des références plus populaires, comme Eder, Amalia, David Castelo Lopez, et j'ai mis des références archi pointues comme Camões, et beaucoup moins pointues je sais pas, j'oublie les noms, comme Vince. Vince, aujourd'hui, beaucoup ne savent même pas qu'il est portugais. Il y en a qui vont à l'aéroport d'Orly, ils vont prendre leur avion, ils passent devant cette fresque magnifique en azulejo, ils savent même pas que c'est un artiste portugais, tu vois. Et donc, mon objectif, ça a été de me faire plaisir, me faire kiffer et faire en sorte que bah, on apprenne 2 ou 3 refs en plus, tu vois? Le Portugal, c'est pas que le foot et le fado, c'est aussi la littérature, c'est aussi la peinture, c'est aussi le graffiti, c'est aussi la guitare, voilà et donc j'ai voulu, bah, faire connaître mes goûts et faire kiffer les Portugais, quoi. Qu'on connaisse ou qu'on connaisse pas, voilà. Alors, bon, moi pour ma part, je les connaissais pas tous. J'en connaissais beaucoup, beaucoup. Euh, et là, alors tu parlais de Castello Lopez, oui. Tu vois, lui, je le connaissais pas. Pour le coup, après, j'ai découvert grâce à ton graffiti. Il y avait aussi une personne que je pense, c'est Celeste Kael, que je Ah oui, connaissais pas non plus. bah, Je connaissais pas cette dame. J'en avais entendu parler, du coup, l'histoire, mais je connaissais pas son nom. Donc, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est la personne qui donne un œillet à un militaire portugais qui a mis dans son fusil. Et du coup, c'est pour ça qu'on l'appelle la révolution des œillets. Donc, cette dame est entrée dans l'histoire et du coup, tu lui rends hommage. J'ai bien aussi aimé la référence Nuno Bettencourt. Je sais pas si tout le monde le connaît. je suis pas sûr. Euh, je suis pas sûr non plus. Je sais que tu aimes le rock. Ouais. Est-ce que tu es toujours pas... Ouais, j'ai cru qu'il y avait un problème de connexion. Alors Nuno Bettencourt, pareil musicien ultra connu, je vais dire, dans le petit milieu de la musique, mais je suis pas sûr que tout le monde le connaissait. Et alors moi, je trouve un truc que tu as fait, et pour le coup, quand je l'ai vu, je savais pas qui c'était. Et du coup, je l'ai compris après en temps suivant. Tu as aussi mis à l'honneur ton grand-père. Et ça, je trouve ça assez, je vais dire, comment je peux dire ça? Euh, je trouve pas mes mots parce que je trouve ça tellement beau. Et en fait, mettre une personne, pour le coup, inconnue, mais qui a tant fait, je pense, parce que je connais aussi son histoire, pour ce qu'est la France aujourd'hui et la réputation des Portugais qu'on a aujourd'hui. Je crois que c'est le 23e ou 24e. 23. Et je trouve ça assez génial de rendre hommage à un grand-père qui peut être un petit peu une personne qu'on a dans nos familles. Je t'en ai pas parlé quand on s'est vu, mais je trouve ça exceptionnel, quoi, que tu as voulu rendre hommage aussi à ton grand-père qui est un petit peu des papas ou des tontons, des grands-parents qu'on peut tous avoir. Je trouve Ouais. ça top. Bah, c'était l'objectif. Alors figure-toi que c'est celle qui a le plus, alors pas le plus marché en termes de likes, mais j'ai reçu énormément de messages, commentaires sur celle-ci. Parce que oui, comme tu l'as très bien dit, j'ai mis des capitaines de la Révolution, j'ai mis des actrices, des acteurs, des réalisateurs, des prix Nobel, Nuno Bettencourt qui a remporté un Grammy, donc voilà, top du top, et mon grand-père qui n'a jamais rien gagné, voilà, mais en fait je voulais, oui, montrer que bah,
on peut être portugais et avoir réussi sans être connu du grand public. Et en fait, réussir, c'est pas que les Grammy et les prix Nobel, c'est aussi bah, avoir 4 enfants, 9 petits-enfants, une maison en France et au Portugal. Et ça, c'est une forme de réussite. Et c'était d'ailleurs la réussite recherchée de la part de tous les Portugais qui ont quitté leur pays. Quand un monsieur portugais de la vingtaine d'années quitte le Portugal dans les années 60 pour un pays qu'il ne connaît pas et dont il ne parle pas la langue, sa seule réussite, c'est d'être en vie, avoir sa femme en vie, ses enfants en vie, en bonne santé. Et voilà. Et donc, je voulais, pour cette avant-dernière peinture, rendre hommage à un anonyme qui, par son visage, ressemble de près ou de loin à tous les autres papys portugais qui ont quitté leur pays de force pour un monde meilleur et qui bizarrement sont encore là aujourd'hui, quoi. Encore en France. Alors, il est à la retraite aujourd'hui. Il est toujours en France. Il voyage entre la France et le Portugal, j'imagine, un peu comme C'est tous ça. vos parents. Moi, entre autres, il a presque l'âge de mon père, ton grand-père. Alors, du coup, c'est une bonne transition par rapport à l'exposition qui se trouve au consulat du Portugal, Orgulhosamente Abril, que j'ai pu voir hier. Du coup, je me suis rendu sur place où j'ai pu te rencontrer, où j'ai eu aussi la chance de voir une classe d'école qui faisait la visite. Donc j'invite tous les gens à aller voir s'ils ont la possibilité de voir l'exposition. Moi, ça m'a touché énormément. J'avais beaucoup de références par rapport à ce que tu as pu mettre dans cette exposition, mais aussi l'échange que j'ai eu hier en me faisant une petite place avec le groupe d'élèves, mais aussi les gens qui viennent au consulat faire des papiers. Je pense à une dame capverdienne qui est passée et qui, le hasard des choses, était une personne qui avait travaillé no Estado da Luz. C'est Incroyable. enfin, incroyable. C'est vrai qu'on a eu un échange incroyable. On tombe sur une personne du Cap-Vert qui vient faire ses papiers au consulat avec un de ses enfants, qui a vécu le 25 avril au À Lisbonne. Portugal Ouais. et qui a travaillé à Benfica, no Antigo Estádio da Luz, dans le nouveau. Enfin, c'était, Ouais. enfin, on pouvait pas faire mieux. Du coup, cette exposition, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment est venue l'idée? Qu'est-ce que tu voulais faire découvrir exactement? Et je pense, qu'est-ce que tu voulais transmettre aux personnes qui viennent? Quel est un petit peu l'objectif de ton exposition? Alors, c'est l'aboutissement de mon travail autour bah, du Portugal, en fait. J'ai commencé en 2024 donc avec les peintures. Et puis, l'idée de monter une expo est venue en novembre 2024 grâce à un monsieur qui s'appelle Wilson Ladero. En fait, Wilson, c'est le monsieur qui a créé, inventé le festival de cinéma portugais à Paris. Et là, tu vas dire, cinéma, graffiti, c'est pas le rapport. Et ben en fait, il m'a dit j'aime bien ce que tu as fait, j'ai suivi le calendrier, j'ai trouvé ça génial, j'aimerais bien, si possible, que tu nous fasses une exposition pour le festival. Et moi, forcément, j'ai dit oui. Et donc, j'ai créé une exposition petit format pour la salle de cinéma qui accueille la première édition du festival de Orla Paris en 2024. Et l'expo a été vue par les professeurs, les étudiants et d'autres entités qui ont aimé et qui ont souhaité, eux aussi, pouvoir accueillir l'expo. Et donc l'expo, elle a été prêtée à des collèges, des lycées, lycée international de Noisy-le-Grand dans le 93, de lycée Collège Montaigne dans le 6e arrondissement, pour ne citer que. Euh, et en fait, lors de ma présentation de l'exposition au lycée Montaigne, l'attaché culturel de l'ambassade se présente et est présent au vernissage. Et il a apprécié le travail et il m'a proposé d'aller plus loin. Et donc, grâce à ce monsieur, monsieur Barret Xavier, j'ai offert une toile à l'ambassadeur
pour le 10 de junho, la fête nationale portugaise. Et grâce à cette toile qui a été faite, j'ai été repéré par une dame qui s'appelle Sara Nogueira, qui a vu mon travail et qui m'a dit: «Mais attends, mais moi j'organise des expositions avec le consulat, on reste en contact». Et donc tu as vu, 24 peintures en 24 jours, un festival de cinéma, j'offre l'exposition après à un lycée, un monsieur se présente, il travaille à l'ambassade, j'offre une toile à l'ambassadeur, une dame se présente et connaît le consulat, et j'offre du coup mon expo au consulat. Sauf que là, le consulat, c'est un couloir extrêmement long, et donc ma mini expo, elle allait paraître trop petite par rapport au lieu. Et donc je l'ai remasterisée, c'est la version 3.0. Et donc ce que vous voyez, ce que tu as vu hier, c'est la version maxi élaborée de ce qui a été fait il y a 2 ans au festival de cinéma. Et je raconte donc eh bien, finalement, l'histoire moderne du Portugal avec, en parallèle, l'histoire très personnelle de mon papy, mon papa, ma maman, moi Alors, et aujourd'hui. on vous laissera aller voir. Tu dis, c'est, c'est, euh, c'est une histoire qui débute en 64 et qui se termine en 2026, une sorte de frise chronologique. C'est Moi, ça. j'ai beaucoup aimé ce que tu disais aux enfants hier. C'est apprendre la grande histoire du Portugal à travers la petite histoire de ta famille. Je trouvais ces mots assez forts. Et qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, en fait? Ton En fait, objectif par rapport à ça? c'est plutôt apprendre la grande histoire du Portugal par rapport à l'histoire de leur famille. Sauf que vu que je ne connais pas la leur, je parle de la mienne. En fait, mon objectif est que, on observe l'expo, on lise les petits cartels et les petits encadrés, et qu'à la fin, on se pose des questions sur nous. C'est-à-dire, par exemple, hem, bah, je suis, franco-portugais, mes parents sont venus en France, du Portugal. Je vois l'expo, au consulat, et après l'expo, je leur pose des questions. Pourquoi tu es venu? Pourquoi cette ville? Par exemple, moi, dans mon cas, pourquoi Corbeil-Essonnes? Pourquoi pas, Champigny-sur-Marne ou Versailles? Tu vois? Il y a forcément une histoire. Pourquoi quitter le Portugal pour la France? Pourquoi pas la Suisse, la Belgique, l'Angleterre, l'Allemagne, le Luxembourg? Pas, quitter le Portugal à cette époque-là. Et puis dans mon expo, je parle aussi, de cette triste guerre coloniale, mais de cette, de cette année 75 avec, les indépendances du Mozambique, de l'Angola, du Cap-Vert, du Timor, notamment aussi, et de la Guinée. Cette exposition-là, elle n'est pas que pour les Portugais français. Elle est aussi pour, les Franco-Capverdiens, ou les, Franco, guinéens, tu vois? En gros, l'objectif, c'est, voir l'expo et se dire: «Si ce gars, il parle de sa famille et que moi, sa famille, je la connais pas, eh ben, il faut que je fasse le même travail avec ma famille». En gros, je veux que tous ceux qui visitent l'expo rentrent chez eux le soir et appellent leur papa, appellent leur maman ou leurs grands-parents, s'ils sont encore là, pour leur poser des questions. Pourquoi on est venu en France? Pourquoi je suis né ici? Pourquoi, Corbeil-Essonnes, Évry ou Enghien-les-Bains? Et qu'est-ce qu'on fait, en France? En fait, je veux que, les jeunes d'hier, en classe de troisième, ou les plus grands, toi tu connais déjà, mais même ta génération, se posent ces questions-là. Se disent: «Tiens, c'est marrant, je connais pas mon histoire» ou «Je connais peu mon histoire». Et mon objectif, c'est que si on est français et portugais, eh bien qu'on en sache autant sur la France que sur le Portugal. Parce que je déplore malheureusement qu'aujourd'hui, un franco-portugais en sait beaucoup plus sur la France que sur le Portugal, et c'est logique. On va à l'école en France, on apprend l'histoire de Napoléon et de Louis XIV, et on visite Versailles quand on est en troisième, parce qu'on y va en bus. Et donc forcément, c'est plus compliqué d'apprendre l'histoire de Don Éric, ou l'histoire de Manuel Ier que, voilà, que Louis-Philippe et de l'Arc de Triomphe.
Donc c'est logique d'en savoir plus sur la France que le Portugal, mais c'est pas normal. Et donc moi, je veux que tout le monde s'intéresse aussi à l'autre côté. À pourquoi le Portugal? Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est autant portugais que français? Et voilà. Parce que c'est pas normal de regarder Benfica à la télé et de supporter le Portugal à l'Euro et ne rien savoir sur nos origines. Donc, c'est très bien de suivre le Portugal quand il joue à la Coupe du Monde et c'est très bien de regarder Benfica sur beIN Sport, mais si on ne sait pas pourquoi, pour moi, il manque un truc. Alors je suis d'accord avec toi. Bon, pour le coup, moi, mon père, il a fait ce travail et du coup, ma curiosité aussi a fait que j'ai posé des questions, moi, dans ma jeunesse. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, et moi, qui suis papa de 3 enfants, je pense que pour se constituer, on doit connaître nos origines, nos racines. Je pense que c'est quelque chose qui est important et du coup, connaître l'histoire de nos parents, de nos gros-parents, pourquoi on est là, essayer de comprendre certaines choses. Alors qu'on sait tous, hein, parce que enfin, moi, je le vois autour de moi, que ce soit quelques cousins, des oncles, ou des fois, c'est compliqué de parler avec, ses parents sur des sujets des fois où ils n'ont pas envie d'en parler parce qu'ils ont enfoui ça, c'est, peut-être des douleurs, pour eux. Mais, ce que j'aime et ce que j'ai pu voir, hier dans ton exposition, c'est que ça amène une réflexion et j'ai vu des élèves, même si, on a c'était des élèves de troisième, des fois on n'arrive pas à les toucher, tout de suite, comme ça, mais il y en a eu qui ont interagi et qui du coup commençaient à se poser des questions et pour le coup, je trouve que, ton exposition, si elle amène, des jeunes, luso-descendants, à, se poser des questions sur leurs racines, je trouve ça, exceptionnel. Donc j'invite tous les gens à aller voir, cette exposition, donc au consulat du Portugal. Comme l'a dit Glaçon, c'est une, exposition, qui vit avec le temps, parce que du coup, la première était en 2024 et du coup aujourd'hui en 2026, elle se trouve au consulat du Portugal. J'espère qu'elle va vivre et que beaucoup de Portugais, vont pouvoir la voir, que ça soit à Paris, pourquoi pas en province, même à l'étranger. Nous, on a une communauté, suisse et luxembourgeoise qui, heu, qui nous suit aussi avec, Avenia, si un jour ça peut aller là-bas aussi, ça serait top. En tout cas, je Appelez-moi, appelez-moi, je vous la ramène. appelez-le, ouais. Il pourra se rendre disponible. Après, on peut lui donner un coup de main s'il a besoin. La communauté benfiquiste, on va l'aider à mettre en place, parce qu'il y a un boulot monstre quand même, là-dessus aussi. Donc voilà, donc j'invite vraiment, les gens à aller voir cette exposition. Moi, j'ai passé l'après-midi, hier là-bas. J'ai été, très touché, personnellement déjà, de ce que j'ai pu, voir, et du coup ce que tu racontes. Donc la grande histoire et aussi, la petite histoire de ta famille et du coup je me posais des questions par rapport à la mienne et du coup ça m'a touché, énormément et aussi, très content d'avoir pu voir, ces jeunes se poser, des questions parce que comme tu dis, c'était un peu le but et pour le coup, c'est des choses que moi je défends et je pense que pour pouvoir s'accomplir, il faut savoir d'où l'on vient et connaître ses racines. Tout à fait. Alors, souvent, comme tu l'as dit, dans les familles portugaises et quand on parle avec les papas ou les grands-parents, alors des fois on va pas chercher, très loin, mais il y a un truc qui revient, souvent et ça c'est, peut-être la passion qui parle, qui nous réunit aussi aujourd'hui. On le voit, heu, derrière, l'équipe qui est derrière toi, ton maillot. Donc c'est, ce club particulier, o Sport Lisboa et Benfica, qui est une passion, pour beaucoup et donc moi je le sais que tu es un fervent, benfiquiste. Alors, j'ai 2 questions par rapport à Benfica, les 2 premières, parce qu'après on va aller, chercher un peu plus loin. Mais comment est née, cette passion pour le Sport Lisboa et Benfica? Quelqu'un qui est né, à Corbeil-Essonnes, bon
papa qui vient du Portugal. Est-ce que c'est lui qui t'a transmis cette passion? Enfin, comment c'est venu? Bah, en fait, comment dire? Je le dis souvent en rigolant à mes amis parce que, le foot, c'est le sport populaire, le sport que, bah, 9 personnes sur 10 regardent à la télévision. Au Portugal, 9,5 sur 10. C'est le sport, populaire et donc forcément, la question, qu'on se pose entre nous, c'est: «Tu supportes qui? Tu es pour qui?» Et quand j'étais, plus petit, on me disait: «Tu es pour qui?» Je répondais: «Benfica» et on me disait: «Non, mais vraiment, tu es pour qui d'autre?» En fait, on les gens comprenaient pas que j'étais que pour Benfica, en fait, que j'avais pas d'autres clubs et que, bah, pour moi, le PSG, l'OM, Bordeaux, bah, c'était d'autres gars. Pourquoi est-ce que je supporte Benfica? Bah, tu sais, j'ai pas choisi mon prénom, j'ai pas choisi mon genre à la naissance, j'ai pas choisi mes 2 parents et j'ai pas choisi mon club, quoi. Quand tu nais dans une famille, où le papa, a pour, centre d'intérêt numéro un le football et que c'est Benfica qui fait battre, son cœur, bah, tu n'as pas d'autre choix. Il y a pas d'autres options. Pourtant mon père, il ne m'a pas forcé. C'est ça qui est fort, c'est qu'il m'a jamais forcé à regarder le foot, il m'a jamais forcé à supporter Benfica. Il m'a dit: «Tu supportes qui tu veux». Mais il écoutait tous les matchs à la radio. On n'avait pas la chaîne. On regardait pas les matchs. On voyait pas, en fait. On voyait les buts, que si, on allumait, RTP International et qu'on tombait sur, le téléjournal, tu vois? On voyait pas les buts. On voyait pas les buts, on écoutait et mon père, il écoutait les matchs tous les soirs. Ça veut dire que, hop, 19h, même si c'était l'heure de manger, il nous mettait à manger sur la table et après, il allait dans la chambre et il écoutait le match. Et en fait, nous, bah, on les regardait pas les matchs, mais on les écoutait un peu, en fond. On avait le son, on avait un Ténaon dans le fond. Et donc, moi et mon frère, on s'intéressait un peu, et puis plus moi que mon frère. Et des fois, je toquais à la porte, ouais, il y a eu but. Et il me dit oui, je dis qui c'est qui a marqué? Il m'a dit Cardozo, et après, j'allais jouer, tu vois. Mais donc, forcément, j'ai grandi avec ça. Et vu que tu grandis avec ça, bah, la seule image de foot que tu as, c'est Benfica. J'avais pas d'autre image de foot. On n'a jamais regardé un match du PSG à la maison. On n'a jamais regardé la finale de la Coupe de France, Bastia-Rennes, tu vois? Ça n'existait pas chez nous. C'est pas que mon père, il voulait pas, c'est que ça n'existait pas, tu vois? Et donc, bah, c'est comme si tu me demandes: «Eh, pourquoi tu parles pas mandarin?» Bah, parce que chez moi, personne parle mandarin. Donc pourquoi tu supportes pas Benfica? Pourquoi tu supportes Benfica? Bah, parce que chez moi on parle foot et on parle Benfica, donc il y a jamais eu d'autres clubs. Il y a pas eu la place pour un autre club. Donc Benfica, bah, depuis petit et donc qui dit Benfica dit, quand on va à Lisbonne, on va voir le stade. Quand on arrive, au Portugal et qu'il y a un porte-clés, bah, on va acheter le porte-clés Benfica. Ou je sais pas moi, le sambon de la voiture, bah, c'est Benfica, le doudou, c'est Benfica et donc forcément, bah, voilà, quand tu grandis avec ça, bah, tu pas d'autre choix. Tu es piqué à vie et moi, je suis piqué à vie. Comme beaucoup de nous tous. Et ouais. Je me reconnais un petit peu parce que j'en discute souvent avec des personnes où je leur expliquais que pareil, lui, pour voir les matchs, c'est assez simple. Tout le monde a accès, mais à l'époque, moi je me souviens, pareil, heu, Benfica, c'était que quand il y avait des grands matchs de coupe d'Europe, ils pouvaient passer, sur Canal+ et il fallait être abonné à Canal+ pour voir. Sinon, c'était, l'équipe du dimanche, tu regardais, les buts quand ils passaient. Ils passaient, le plus souvent que quand il y avait un gros match, voire il y avait un résumé. Mais sinon, c'était, la radio, comme tu dis, Ourlat, Antena 1, TSIF, que tu pouvais, je vais dire vibrer, pour ton club. Moi, j'ai d'énormes souvenirs et des émotions, en écoutant des matchs, à la radio. Ma mère, des fois, elle nous courait dans le couloir à la maison, parce que quand il y avait un but, on criait, on réveillait tout l'immeuble, tellement on était contents. Il y avait aussi le journal, à bord. Moi, mon père, Ouais, il achetait le journal à bord et ah du ouais. coup, moi, j'ai un petit peu appris, à parler, et à écrire, portugais, un peu, grâce, à Benfica. Alors
Est-ce que toi, tu penses que, un club, comme, Benfica, a une importance, je vais dire, au niveau, culturel pour la diaspora? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de Portugais qui sont, à l'extérieur et est-ce que les clubs de foot en général, et on va parler du plus grand, le nôtre, est-ce que tu penses qu'il y a un quelque chose de culturel, social, avec les Portugais et la diaspora portugaise? Alors, oui, alors franchement oui, parce que, bah, déjà ça rassemble. Le fait que parfois, bah, certains vont se rassembler pour, voir, les matchs. Alors nous, c'était pas notre cas, parce que mon papa, il voulait pas qu'on sorte voir les matchs, dans le café. Il y a un café portugais. Tu sais, on était petits et souvent il y a des gros mots qui sont dits. Donc voilà, pour ne pas nous mettre, dans cette ambiance, qui pouvait parfois, être un peu vulgaire, on n'allait jamais voir le match. Mais, C'est tard le soir aussi des c'était fois. tard le soir, on avait école, on pouvait voir que la première mi-temps, si on pouvait la voir, tu vois? Moi, par exemple, je me souviens que mon père me réveillait le matin pour aller à l'école primaire en me donnant le score, en fait. Parce que j'avais pas le droit d'écouter ou voir le match, hein. Donc lui, il écoutait le match et donc bah, il ouvrait cette porte-là de ma chambre et il me réveillait et quand Benfica élimine Manchester United de la Ligue des Champions, il me réveille en chantant. Alors que mon père, il chantait pas. Mais voilà et il me réveille en me disant: «On a éliminé Ronaldo», tu vois? Donc c'est en fait, il nous réveillait avec les scores. En fait, on avait le droit, de rêver en disant: «Peut-être que demain, on va se réveiller avec une bonne nouvelle». Mais quand je te dis que ça rassemble, c'est que, bah, en fait, moi, je suis dans une école primaire où il y avait pas beaucoup de Portugais et pas beaucoup de Portugais, bah, comme moi, en fait. Il y avait des Portugais de la deuxième génération. C'est où c'est leur grand-père qui est portugais et donc ils avaient pas forcément cette culture portugaise très, très forte et du coup, bah, du coup, j'ai en fait, ça rassemble, oui, mais moi, ça m'a un peu, pas isolé, mais ça m'a vite différencié des autres. Mais du coup, j'étais vu comme le benfiquista, tu vois ou pas? Ça veut dire que tout le monde D'accord. savait que moi, j'étais benfiquista et je me souviens d'un match d'Europa League, Benfica-Marseille où on gagne 2-1 avec un but de Alan Kardec à la dernière seconde. Je crois que c'est Maxi Pereira qui marque le premier. Non, Mamadou Niang marque en premier. Je crois que c'est Maxi qui égalise et c'est Kardec qui marque. On a le maillot noir. On a le maillot noir. Ouais. Et David 2009, Luiz qui jouait, ouais. c'est ça. Et en fait, bah là, je me souviens de ce jour-là où on m'a respecté à l'école. Et là, j'ai fait ah ouais, d'accord. En fait, j'étais vu comme le gars de Benfica, en fait. Et donc, quand on élimine l'OM en 2009, bon, j'étais au collège, hein, j'étais respecté. Et donc, en fait, ça m'a apporté finalement une espèce de personnage. Donc, je sais pas si ça m'a donné de la crédibilité ou pas, parce qu'il y a rien de spécial. Tu peux supporter Benfica ou tu peux supporter, je sais pas moi, tu peux supporter, j'en sais rien, le Celta Vigo, tu supportes qui tu veux. Mais le fait que Benfica soit presque tous les ans en Europe, coupe UEFA, Europa League, Ligue des Champions, et qu'on pouvait être amené à jouer contre les clubs français. On a joué Bordeaux, on a joué l'OM, on a joué le PSG, on a éliminé le PSG de l'Europa League avec un 3-1 sur un penalty de Simon Sabrosa. Et d'ailleurs, alors ça c'est dingue, c'est que vu que c'était un PSG euh, Benfica, ça passait à la télé. Sauf que j'avais pas le droit de voir le match. Mais on avait un caméscope. Non, pas un caméscope, un magnétoscope. Et donc mon père a gravé sur cassette le match pour qu'on voit le match le lendemain. Ça, c'est incroyable. Et du coup, des fois, je rentrais de l'école et je re-regardais le but de Petit. Il faisait un lob, il a l'aidé Landreau, je crois. Et donc, je reculais juste pour voir le but de Petit. Après, Pauletta, il égalise. Et derrière, on en remet un, je ne sais plus qui c'est qui le met, et c'est un penalty de Simon Sabrosa à la fin. Et en fait, c'est ces images-là qui me marquent, parce que là, pour une fois, on voit à la télé. À la télévision, il y a nous. Et du coup, bah, tout le monde l'a vu. Enfin, tout le monde. Et en fait, le fait d'être différent, mais d'être identifié, et encore, je te dis ça, hein, mais moi, à l'école, j'avais pas le droit de porter les maillots. Là, tu vois, là, je fais le malin avec mon maillot, mais moi, à l'école, je n'avais pas le droit de les porter. C'était interdit. Déjà, j'avais pas de maillot, parce qu'on n'avait pas l'argent de les acheter, parce que ça coûtait 60, 70, 80 euros un maillot, taille enfant. Donc, on n'avait pas l'argent d'avoir les maillots. Et c'était impensable, inconcevable. Mais je pouvais prendre une fessée si je mettais un maillot à l'école.
C'était interdit par la loi familiale de porter un maillot. Alors forcément, toi, tu as envie de le porter, mais tu peux pas. Ton équipe est Barleyhem ou le PSG, et à l'école, on te dit ah, bravo, bravo. En fait, tu es encore plus fier d'être Benfica, tu vois ou pas? C'est la- Souvent, on dit la différence fait la force. Et ben, quand tu es à l'école et qu'il n'y a aucun Portugais, que tu es le seul, et qu'en plus ton équipe elle a battu l'OM, venez maintenant. Alors, c'est fort ce que tu dis parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui vont se reconnaître dans ce que tu as dit. Moi, je suis plus vieux que toi, on a, je crois, 15 ans de différence. Et je me retrouve dans ce que tu peux dire, tu vois, le fait qu'on t'appelle le béfiquiste. Moi, c'était pareil à l'école. J'étais connu pour. Alors après, je jouais aussi au foot à un assez bon niveau en jeune, donc ouais, j'étais connu pour le benfiquiste. Les cassettes vidéo. Dernièrement, je suis parti pendant les vacances scolaires au Portugal et j'ai retrouvé des vieilles cassettes vidéo chez mes parents. Entre autres, je pense à un Benfica Marseille avec le but de Vata. Avatar, ouais. Voilà, du coup, de la cassette vidéo, je l'ai. Et de temps en temps, c'était quelque chose que je regardais à la maison avec mon grand frère. Tu vois. J'ai la cassette de Benfica Parme en 94 aussi. euh, à la maison qu'on gagne 2-1. Donc en fait, comme tu dis, souvent des souvenirs. Ce que je dis souvent, moi, quand je vais expliquer un petit peu à mes enfants et les gens que je côtoie, Benfica, au-delà d'être le plus grand club du monde, pour moi, c'est le plus grand club portugais. On se doit de gagner le championnat portugais, mais on a un club aussi européen et les grandes histoires et les matchs qui nous marquent tous, j'ai envie de dire. Et quand on pose les questions, souvent on parle d'un match européen. Alors là, j'ai vu que ton père t'avait réveillé en chantant pour le 2-1 contre Manchester United de Ronaldo en 2005-2006, je crois. C'est quoi ton plus beau souvenir de Benfica, si tu en as un en particulier ou peut-être plusieurs? En fait, j'en ai un milliard. C'est impossible de dire le plus gros souvenir. J'en ai vraiment un milliard. Je, je- là, comme ça, Qui te passe par la tête comme ça, un là, match, brut, un but. en vrai, bah, Benfica-Marseille, parce que forcément, bah, en fait, tout le monde le voit ce match-là. Je me revois arriver au collège et voir la tête des gens, quoi. Et en plus, mes potes étaient pour l'OM, parce que le PSG à l'époque, c'était pas le grand PSG. Et donc, tout le monde était pour l'OM. Donc, ce Benfica Marseille, il m'a marqué. Après, quel moment m'a marqué profondément? Bah, en fait, ça dépend de mon âge. Tu vis pas la même chose en fonction de l'âge que tu as. Par exemple, moi, je peux te parler bah, d'un moment génial qui est quand Benfica soulève le 37e titre. Mais là, j'étais déjà grand. J'avais 22 ans. Donc, c'est pas pareil. C'est pas un souvenir d'enfance. Mais voilà, quand on soulève le 37e titre, je travaille pour Benfica, je suis employé du club. J'étais dans le stade, j'étais au Marqués. Un ami à moi est venu me rendre visite comme par hasard à ce moment-là, alors que je ne lui ai rien demandé, mais il est venu me rendre visite. Du coup, bah, il a vécu le Marqués avec moi, alors que ce gars-là, il est pour l'OM, tu vois. Et bah voilà, j'ai plus de voix, j'ai fait la fête. Donc ça, c'est un moment incroyable. Le fait qu'on gagne, c'est un moment incroyable. Mais en fait, Benfica, c'est tellement, tellement, tellement euh, ma passion que chaque moment est fort. Là, je peux te parler d'un moment où, par exemple, quand on élimine la Juventus en demi-finale de l'Europa League, tu vois, et bon, on perd la finale après contre Séville, mais quand on élimine la Juve, ah non, c'est bon, j'ai trouvé. Je veux dire mon moment préféré. Allez, c'est bon, j'ai trouvé. Regarde. Alors attends, faut que je décroche. Désolé, ça va pas rendre. Désolé, désolé. Parce qu'il est accroché sur un meuble. Une seconde, hein, désolé. Je t'en prie, prends ton temps. On va apprécier la chambre. Quand Benfica l'emporte 2-0 au Dragão avec un doublé de Lima. Alors je t'explique. C'est de 2014 et, voilà, et 15 décembre. 15 décembre 2014. Alors voilà, c'est très perso.
Et malheureusement, mon papa, il est décédé en 2014. Et ce match-là, il a lieu un jour après l'enterrement. Donc, je suis au Portugal et on vient l'enterrer. Donc, c'est le moment le plus triste de ma vie, hein. Tu peux pas faire plus triste que ça. Et comme par hasard, il y a quoi à la télé le soir même? Non, le lendemain, ou le soir même, le lendemain, il y a Benfica Porto. Nous, Dragão, tu vois. Et bah, moi, je fais le choix d'aller voir le match. Alors, pas en vrai, parce que j'habite à Viella, mais je ne suis pas un fou d'aller au Dragão. Je vais voir dans la télévision de mon tonton. Et en fait, ce match-là, on le gagne. Mais en fait, c'est plus que du foot. Là, c'est même pas du football que je regarde. Et là, je tremble pendant 90 minutes. Faut gagner. Et ce match-là, tu le gagnes avec un doublé de l'image. Et tu vois, j'ai gardé le à bord là. C'est peut-être voilà, le match le plus fort. Quand on gagne celui-ci, c'est voilà, parce que personnellement, j'avais pas le droit de perdre celui-ci. Et en plus, après, on est champion cette année-là, et l'année d'après, et l'année d'après. Et donc, non, celui-ci, il est fort. Voilà. Celui-ci, Ah, là, j'avoue, je comprends qu'il soit fort. En plus, gagner nous Dragon, moi je suis d'une génération où ça n'a jamais été simple. ben oui. Même quand mon père il m'en parle, même à l'époque de Zebio, c'était jamais simple de gagner chez eux. Et là, du coup, avec ton histoire personnelle, je comprends que celui-là, il est marquant. Je m'en Et souviens puis, tu très sais, bien. je suis un gars archi fair play, et mon tonton, il est pour Porto. Mais il est pour Porto vénère. Et quand mon papa il est parti, il a dit bah, cette année, le bleu ou le blanc, j'en ai rien à faire. Et du coup, bah, que mon oncle supporte mon club l'espace d'un an, on était ensemble, quoi. Ça veut dire qu'il voulait que son équipe perde, quoi. Et donc, enfin, c'était, je sais pas, c'est un match hors du temps. Un match hors du temps. Voilà. Fort, tu vois, c'est ça aussi Ouais. le sport. On est souvent, il y a des rivalités, moi je dis que c'est des rivalités sportives, hein. On a tous des amis qui sont pour d'autres clubs, il faut savoir respecter. Et pour le coup, ouais, ton oncle, il sort grand de cette histoire. Donc, Ah, bon, je pense que les gens auront compris que tu es vraiment piqué. Pas besoin de dire que tu es un passionné. Alors, je sais pas s'ils ont fait attention, mais tu as aussi travaillé ouais. pour le Attends, club. elle est où? Attends. Oui. Et ça, c'est quand même fort pour le coup. Alors moi, je l'ai appris et je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Du coup, c'est toi qui me l'as dit hein, que tu as travaillé pour le club. Ça se trouve, on s'est croisés en Peut-être. plus parce que hier, je me suis dit, je crois que tu me l'as présenté une fois. Entre autres, tu faisais les visites, tu étais un guide, hein, on peut le dire. C'est ça. Qui faisait les visites du stade. Moi, je sais que j'amenais souvent mes enfants, des cousins. Enfin, c'était un passage obligatoire au Stade d'Arlouge. Limite, je pouvais faire la visite de temps en temps. C'est même moi qui traduisais en français dans des visites que j'ai pu faire. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que, alors, du coup, moi, tu me l'as raconté, mais qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler pour le club? À ce moment-là, je débute la vingtaine. Je dois avoir 22, 23 ans. 22, 22. J'ai 22 ans. Et donc, je travaillais aux Canaries. Et mon contrat s'est terminé. Et donc, il fallait rentrer en France. Et il fallait trouver un nouveau travail. En fait, je ne voulais pas retrouver un travail basique, normal. J'ai dit à mon fameux pote qui m'a baptisé Glaçon, je lui ai dit, écoute, avant de reprendre la vie normale et reprendre un boulot sérieux, je vais tenter un coup. En football américain, on appelle ça un Hail Mary. Le Hail Mary en foot américain, c'est quand tu fais la dernière passe, quoi. Si ça marque, ça marque, ça marque pas, c'est pas grave, tu vois. Et c'est le but de tribune. Le but de tribune contre le Real. Voilà. Donc j'ai tenté un but de tribune, je me dis, bon, je monte sur le corner. Si je marque, je marque, je Tu marque pas. montes et t'es allé mettre ta tête en fait. Voilà. Et en fait, je me suis dit, bah, tu sais quoi, plutôt que rentrer en France et de retrouver un boulot et d'abord aller chez Pôle emploi et choper mes droits de chômage, non, pas de chômage. On va aller à Lisbonne,
j'ai pris mon billet de visite guidée et je suis parti voir le mec à la porte 17 et je lui ai dit, il m'a dit: «Bonjour, c'est pour la visite?» J'ai dit: «Oui, mais non. Oui, c'est pour la visite, mais en fait, j'ai envie de bosser avec vous». Et le mec, il m'a dit: «Waouh!» et il dit: «C'est osé ça». Je dis: «Ouais, j'ai envie de bosser avec vous. Est-ce qu'il y a un responsable?» Et là, il appelle son responsable et c'est très drôle, il dit, enfin, c'est pas drôle du tout d'ailleurs, mais il dit: «Ouais, Georges, il y a le sosie de Ibrahimovic qui veut te parler». Alors j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et donc, il y a C'est peut-être le donc grand comme lui, pas aussi baraqué. j'ai un grand nez. Et du coup, bah, donc ce mec-là, Gabriel, qui est devenu mon collègue, il m'a dit: «Ouais, c'est Sosie Ibrahimovic qui veut venir travailler avec nous». Et donc là, je vois donc celui qui deviendra mon futur chef et il me dit: «Tu c'est quoi, tu as un CV?» Je dis: «J'ai pas de CV, mais crois-moi, je suis le bon gars». Et là, il me dit: «Oui, bah, écoute, peut-être qu'on va avoir une section de recrutement. Envoie-nous un CV, on sait jamais». Et donc je fais la visite et en fait, quand je fais la visite, je lui montre qu'en fait, je connais tout. Je lui montre que je sais tout, en fait. Je 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 n'apprends rien en faisant la visite parce que j'ai tellement, mais tellement baigné dedans que, bah, voilà, bon, bah, il s'avère que j'apprends rien, quoi. Et j'apprends même le truc au mec qui fait la visite, pour te dire. Et du coup, bah, ils me disent: «Bah, écoute, laisse ton numéro, on te rappelle». Je dis: «Par contre, moi, j'ai un numéro français, je rentre en France et tout, voilà, appelle-moi vite». Un mois après, je reçois un coup de fil. Ils me disent: «Écoute, on veut que tu fasses une entrevista, un entretien d'embauche». Je prends un billet d'avion, j'y vais, entretien d'embauche, et ça dure 1 heure, je suis pris. Voilà. Et donc ils m'ont dit: «Bah, nous, on cherche des guides, il faut juste que tu sois bah, bilingue portugais-anglais». Je dis: «OK, pas de souci». En plus, je parlais français et ils ont vu mon niveau de passion pour le club. Ils m'ont dit: «Bah oui, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre, quoi». Et du coup, moi, j'ai bossé là-bas et c'est les plus belles années de ma vie parce que travailler dans le stade de Benfica, faire visiter le stade de Benfica, montrer la grandeur du club et côtoyer le monde benfiquiste du lundi au dimanche, c'est magnifique. Alors pour l'anecdote, j'avais pas d'appart, donc je dormais dans le grenier insonoré non, le grenier mal isolé de ma tante. Donc j'habitais à bah, j'habitais, Namarjésou, donc j'avais, 45 minutes de train pour aller au stade et aller et 45 minutes retour. Et je dormais dans un grenier trop petit pour moi, je me tapais la tête tous les matins en me réveillant. Mais il y avait pas de comment dire? Il y avait pas d'autre chemin, c'était Benfica ou rien, quoi. Magnifique. Magnifique, magnifique. Ça se trouve, alors peut-être qu'on s'est croisés, peut-être que tu as croisé des gens qui vont regarder la vidéo. Ouais, il y Pour a le coup, moyen. t'as fait touchdown. Ah non, mais là, Hop, carrément. Mais j'ai même fait t'as plus que réussi, touchdown. t'as réussi ton coup. J'ai fait plus que touchdown parce que, bah, du coup, bah, après cette année-là, on est champion. Donc moi, je fais partie de la structure du club en tant que guide. Donc j'ai un mini-pied dans le staff, ce qui fait que je suis invité aux événements, à la fête de Noël. Je suis invité bah, à la fête du 37e titre. Donc il y a une grande, grande fête dans une quinte. Et moi, je suis invité, donc je suis avec tous les joueurs. Donc j'ai Louzan qui est là, j'ai Ojornage qui est là. Il y avait tout le gratin, en fait. Il y avait Rui Costa qui n'était pas encore président, qui était là. Donc je fais la fête avec les joueurs, on boit du champagne, voilà, jusqu'à 5 heures du matin. J'ai vu Franco Servi bourré. Chucky. Ah, Chucky servi. et servi après 4 litres de champagne. Mais aussi, tu te rappelles du défenseur central, Lema? Bon, il n'a pas marqué son temps. Et bon, Lema, bon, il était là. Et lui aussi, je l'ai Je me vu. souviens pas de lui. Il y a, Il a, il a- il y a il a des fait, jeux. écoute, il a fait un match, il a pris un rouge. C'était pas un grand nom, mais j'ai vu Servi et Lema complètement éclatés, quoi. Samaris, un gars comme ça. Samaris, un gars comme ça. Et bref, j'ai fait la fête avec les joueurs, quoi. C'était génial. J'ai plein d'anecdotes. 37, c'était au 37, c'est ça, hein? Ouais, 37, ouais. Ah ouais, TT7. La fameuse Reconquista. Ouais. Ils avaient invité Carlão, le rappeur, parce qu'il avait fait la chanson Reconquista. Reconquiste, ouais, je me Donc souviens. il y a Carlão et moi en photo.
à cette soirée. Je suis no Marquês Pombal pour le 37. C'était génial. C'était génial. C'était un beau souvenir, ouais. C'est Ouais. un beau souvenir que malheureusement on voit pas assez souvent, mais bon, on va pas revenir sur l'actualité en ce moment. Saison pas réussie pour l'instant. On en parlera peut-être Bah, dans une saison autre finie, vidéo. hein. C'est pas le jeu. Oui, oui, saison finie, saison catastrophique. Saison finie, ouais. Donc voilà, on va pas On se a eu faire des super mal. tasses. Ouais, ouais, enfin, je sais même pas ce qu'il y a, mais on va oublier la saison. Passons à autre chose. Alors, du coup, j'avais une petite question encore sur Benfica. Alors, tu as côtoyé du coup des joueurs de loin. Alors, j'ai vu quelques vidéos que tu m'as montré perso assez près quand même, hein. Jonas, il y en a une qui est pas mal. Mais du coup, alors des fois quand on est petit, on a des joueurs qui nous marquent. Quels sont dans ton histoire à toi, heu et pas que, peut-être que tu as aussi d'autres joueurs emblématiques. Bon, Eusebio, on va le mettre à part, mais quels sont tes joueurs préférés à toi, de Benfica? Ça va être très simple. J'ai 4 joueurs préférés, dont 3 Benfiquistas. Sur ces 4, j'en ai rencontré que 1. Je voulais en rencontrer d'autres, j'ai pas pu. Il y en a un qui est venu de loin. Donc, on va commencer par mon GOAT, mon joueur préféré quand j'étais petit, Nuno Gomes. Malheureusement, Nuno Gomes, je ne l'ai jamais rencontré. Mais Nuno Gomes, c'était ma star des stars. Voilà, c'est mon idole d'enfance. Voilà, Nuno Gomes. J'ai vu de très très loin ce bon vieux Simão Sabrosa, de très loin, enfin, de très loin. En fait, c'était l'anniversaire de Pizzi, et non, l'anniversaire du fils de Pizzi, et du coup, ils avaient fait une fête dans le stade. Alors attends, 30 secondes glaçon. Je crois qu'on t'a pas bien entendu. Attends, on va essayer de On l'a reprendre pour refait. voir. Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends. Super. Ça, c'est en mode, t'es en mode jouons-nous de Benfica Independent. Pour ceux qui connaissent, tu as un problème de câble. On va Ok. t'acheter un câble pour que ça aille mieux. Je sais pas si tu connais au Benfica Independent, mais il y a un gars pareil. À chaque fois, ça bug lors des vidéos. Alors, du coup, moi, j'ai Je compris disais, Nuno Gomes. Nuno Gomes, Simão Sabrosa, Ouais. que j'ai vu au loin, je ne l'ai pas parlé. Et celui que j'ai vu, et alors là, par contre, top du top, je l'ai vu. On a rigolé ensemble. Il m'a reconnu. On a joué au foot ensemble. Et c'est l'actuel président du club, Rui Costa. Donc, j'ai joué contre Rui Costa. Il nous a éclaté. Il a des mollets comme ça, le gars. Mais il faut savoir que quand on travaille à Benfica, je ne sais pas si y en a qui le savent, mais en fait, tous les ans, ils organisent un tournoi, amical évidemment, entre tous les départements, tous les D'accord, départements, ouais. toutes les branches. Donc, tu as les mecs de la com contre les mecs des Département événements. du club, ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, il y avait équipe visitas contre équipe com, contre équipe rouge, contre équipe tondeur de pelouse, tu vois. Et il y avait une équipe composée de Rui Costa, Luizão et Cheu. Voilà. Et donc, j'ai Monsieur joué. Cheo. Et ce bon vieux Cheu. Cheu qui m'a dit, il m'a demandé de parier avec lui sur le Benfica Francfort. Et moi, j'ai dit que je pariais un match nul. Lui, il m'a dit qu'on allait les éclater et on s'est fait éliminer contre Francfort. Voilà. Ah oui, Donc, bon, c'est ce qui nous arrive avec les Allemands. On n'a jamais de chance avec les Allemands, mais je bon. l'ai là. Mais donc, j'ai plein d'anecdotes marrantes avec des anciens joueurs, dont le match contre Rui Costa. Voilà. T'as gagné ou pas? Ou il t'a battu, c'est ça? Éclaté. On a mis 0 but. Rien, Ah, ok. mais rien. On a gagné aucun match. Nul. Nul. On va juste lui demander d'être aussi fort président qu'il a été joueur. C'est pas le cas en ce Moi, je, moment. On moi, lui je peux pas le demande. critiquer. Non, je peux pas le critiquer. Je te demande pas de le critiquer. On restera sur l'anecdote. C'est vrai que c'était un bon joueur. On l'a tous aimé en tant que joueur. Moi, un des rares maillots que j'ai eu et de pas Benfica, pour te dire, À c'était Milan? Fiorentina de À Rui Fiorentina. Costa. Non, c'était Fiorentina de Rui Costa quand il est parti. Et je l'avais trouvé à l'époque, parce qu'il
les maillots, c'était assez rare à l'époque, surtout floqués et je l'ai encore, c'est un des rares maillots floqués que j'ai qui est pas de Benfica. Je crois que c'est le seul avec un Romario du Brésil, pour tout vous dire. Ouais, sinon j'ai que des maillots de Benfica, mais pas floqués. Ça, on pourra en parler un jour quand on fera un podcast sur les maillots. Je sais que tu as une grande collection de maillots aussi. Tu m'avais dit de 2002 jusqu'à 2026, c'est ça? Tu les as Ouais, tous? j'ai presque tous. Alors, il m'en manque deux ou trois. Il me manque. Alors vas-y, fais passer le message. Peut-être qu'il y en a qui vont vouloir te les vendre, parce que je sais que dans la communauté Aven, il y a des grands collectionneurs. Alors lesquels il te manque? Il me manque mon préféré, en plus, le plus joli. Donc, maillot domicile, donc rouge, de 2014, avec l'aigle. Enfin, l'aigle, là, sur le côté, là. Voilà. Ouais, ouais, L'année où on va en finale d'Europa League contre Séville. Voilà. Lui, je ne l'ai pas, malheureusement, alors que c'est mon préféré. Je l'ai acheté, mais le mec m'a vendu un faux. Donc, voilà. oui, Et parce que moi, toi, tu veux que des vrais, hein, pas des je les, faux, hein, je si, les repère. Je les ouais. repère. J'ai remarqué que c'était pas vrai. Voilà, je l'avais acheté floqué en plus. Le mec me le vendait floqué. J'ai qui derrière? Je sais plus qui c'est que j'ai derrière. Witch, je crois. Ouais, ouais, Je crois. Markovic, moi, j'aimais bien ce joueur. Ouais. Je crois que j'ai Markovic 50 dans le dos, mais c'est un faux. Donc voilà, j'ai du mal. Qui est-ce que j'ai pas? Bon, je suis en train de me l'acheter. L'ancien comme ça, le 2006, beige. Mais là, je suis sur une affaire là. Et sinon, je les ai presque tous, hein. Alors après, j'achète ceux avec lesquels on joue. Donc j'ai pas acheté les maillots third qu'on n'a pas utilisés. Tu sais, le blanc et doré là, de Ouais, je vois, ouais. 2023, je crois. Lui, on n'a pas joué avec. Donc ça n'a pas de valeur pour moi. Si on joue pas avec, Toi, il faut voilà. qu'on joue. Alors, tu as acheté celui-là de Vils? Pas encore, mais On va t'inquiète. jouer avec, hein. Mais je Par sais, contre, je le t'ai temps dit, aura. c'est que un match, hein. On jouera plus jamais avec, je crois, hein. Et je suis un peu deg, je suis un peu deg. Mais je vais l'acheter, bien sûr. Moi, je les achète tous. Alors, évidemment, si possible, en boutique. Et je fais floquer aussi en boutique. Donc, celui-ci, je l'ai floqué avec. Je sais même plus qui c'est que j'ai mis là. Ah non, j'ai mis Orsnes. J'ai mis Orsnes. Parce que Orsnes, voilà, je trouve qu'il a. J'aime bien, il a une petite classe. Il a une petite classe. Voilà, j'ai voulu mettre. J'ai voulu mettre Écoute, Orsnes. on va pas te critiquer là-dessus, hein, parce que hier, il a été élu footballeur masculin de l'année. C'est ça. Nos Gualhardões do Benfica qui ont été donnés hier lors de la cérémonie. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à voir Orsnes. Je pense que tout le monde l'aime dans le club. Et notamment son petit discours en portugais qui est pas mal. Je vous laisse ça découvrir tout ça sur les réseaux sociaux. Carrément. Où j'étais en train de te poser, on arrive bientôt sur la fin du podcast. Et du coup, je voulais te poser une dernière question en revenant sur l'art. Euh, bon, tu as peint le GOAT du Benfica. Eusebio, je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour le faire. Tu as peint Miklos, pour moi, une légende du club. Je pense que le moment le plus tragique pour notre club et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Euh, Est-ce que tu aurais une fresque de Benfica dans ta tête que tu aimerais faire un jour et si oui, dans quel endroit? Une personne, plusieurs personnes, je sais pas. J'ai deux objectifs. J'en ai deux. Ah, c'est déjà réfléchi du coup. Euh, ouais. Alors, j'avais pas ta question à l'avance, hein. Mais Ah non, ouais, on peut dire que c'était pas préparé. C'est une question qui lui est venue comme ça, hein. en fait, tu sais, je- je- un jour à la radio, pour Radio Alpha, le journaliste m'a dit c'est quoi tes rêves d'artiste? Et j'ai pas su répondre. Du coup, bah, j'ai prévu. Du coup, maintenant, je sais. Au cas où on me pose la question, j'ai prévu. Alors, on va répondre uniquement sur Benfica. Deux objectifs. Numéro un, j'aimerais, et ce serait mon plus grand bonheur, qu'il y ait une case à Benfica qui rouvre à Paris. Malheureusement, elle a fermé. Et donc, si vous m'entendez là, ouvrez une case de Benfica, s'il vous plaît, ouvrez-la, et je vous offre toute la décoration, tout.
tout, du plafond à la cave, c'est moi qui paye, voilà. Donc je fais tout, je fais tout et vous 0 €, c'est pour moi, c'est gratuit. Ah donc ça, objectif numéro un, peindre dans une Casa do Benfica pour que la Casa do Benfica de Paris soit la plus belle de toutes, et objectif numéro 2, faire une peinture officielle pour le club, par le club, déclarée par le club. Alors je suis pas Nils, mais si un jour, voilà, peu importe où d'ailleurs, mais si un jour je peux faire une peinture pour le club, ce serait mon rêve. Voilà. Donc, soit à Lisbonne, soit à Seychelles, soit, je sais pas, dans une case do Benfica qualquer. Mais voilà, ce Alors, seraient mes objectifs. pour le coup, la question, elle était pas du tout, elle était pas du tout préparée. Mais là, tu as dit quelque chose qui me touche, en fait. Et, euh, et, euh, et du coup, je vais en profiter. Là, je vais plus parler, moi, personnel. Tu viens de parler d'une chose à Casa Benfica Palais. Moi, j'en ai parlé avec les gens d'Avenia et une des raisons pour lesquelles je participe à ce podcast et que j'essaye de faire en sorte que la communauté belgique francophone puisse avoir un lien, je vais dire qu'aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, parce que c'est un peu ce qui se fait aujourd'hui avec les plus jeunes. Mais pareil, moi, un de mes rêves, et j'arrive pas à comprendre, alors qu'en France, on est la plus grande communauté portugaise et diaspora portugaise dans le monde, qu'on n'ait pas une casa, alors à Paris ou en Île-de-France, mais qu'on n'ait pas une casa dans la région Île-de-France. Alors, plusieurs raisons. On a déjà fait des vidéos sur ce sujet. Euh, c'est pas facile, c'est complexe. Il y a des choses qui sont imposées par le club. Mais du coup, pareil, je fais un grand appel à tout le monde qui serait intéressé un jour, si on peut rouvrir ma Casa Benfica en Île-de-France. Alors, je sais que sur Paris, c'est compliqué, mais en Île-de-France, si on pouvait en ouvrir une, ça serait vraiment super. J'en profite pour passer aussi un coucou à la Casa Benfica de Tourcoing, qui est Ouais, la j'y suis seule. allé. Ouais. Alors moi, je suis socios. Je suis jamais allé, mais je suis socios juste simplement pour leur donner de la force. Casa Benfica Tourcoing. Gros big up à vous parce que vous êtes la seule casa de France. Ouais, petite dédicace à Tony, on échange sur WhatsApp assez souvent. Donc voilà, big up à toute l'équipe qui tient la casa à Tourcoing. Et puis du coup, bah, le message est passé. Alors, on n'a pas une grande audience, mais s'il y a des gens du club qui nous écoutent, voilà, Glaçon est prêt à faire une fresque Gratuit, officielle. bien sûr. Alors, en accord avec, ses choix, peut-être l'inciter sur quelque chose, mais on peut vous dire, nous ici sur Paris, ce qu'il a peint sur les murs, et ben ça serait top. Alors, tu sais, hier quand je t'ai laissé, je réfléchissais à un endroit où tu pouvais peindre, et notamment, je pensais alors après, bon, les autorisations, ça, moi, je sais pas comment ça marche. Souvent, le street art, moi, je me disais que bon, il y a beaucoup de vandales dans le sens où c'est illégal. Après, je sais qu'il y a des choses officielles, mais bon, là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, il y avait un endroit, moi, je sais, j'y vais souvent, c'est à Jourlotch, à côté du métro, où en fait, on se regroupe souvent, notamment pour voir le car passer. Donc, il y a en dessous da circular, il y a des murs. Bon, je sais pas si tu as le droit de peindre, si, s'il faut qu'on demande l'autorisation, peut-être Ça qu'on peut se se tenter, posera hein. la question, mais ça pourrait être un bon endroit. Ouais, ça peut se Donc tenter. voilà, l'idée est lancée, mais sinon on fait un grand appel à la direction pour te donner le droit de peindre officiellement, et je pense qu'autour du stade, il y a de la place et il y a de quoi faire.
En Ah tout cas, ouais. nous, la communauté française belfikiste, on serait ravis de voir quelqu'un de notre communauté peindre. Et je crois qu'aujourd'hui, il a prouvé sa passion qu'il a pour le club. Du coup, Glaçon, on arrive sur la fin. Je te remercie beaucoup, franchement, d'avoir répondu à notre sollicitation. Je vais rappeler aux gens que du coup, il y a l'exposition. N'hésitez pas à aller la voir en famille avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est au consulat du Portugal. Comme on vous a expliqué pendant l'épisode, c'est une exposition qui est amenée à vivre aussi sur d'autres endroits. On vous invite à suivre Glaçon sur les réseaux sociaux. Il a Instagram. T'as quoi J'ai d'autre? que Instagram. Instagram, tu as un site internet aussi. Tu as des Ouais, vidéos mais sur YouTube. ouais, mais c'est Euh, pas élaboré. c'est pas élaboré, mais ça permet de voir ce qu'il peut faire. Allez voir les vidéos sur les peintures qu'il a pu faire, notamment celle au Mozambique et de notre grand Eusebio. Écoute, merci pour cet échange. On a parlé d'art, ton art à toi. Je crois qu'on a parlé de mémoire aussi, d'identité portugaise, de la diaspora portugaise en France, Suisse, Luxembourg, francophone, mais aussi je pense que partout dans le monde. Alors j'ai compris qu'il y avait une envie de transmettre un peu de l'histoire de chacun à travers tes murs. Une passion commune, le Sport Lisboa et Benfica, un club qui dépasse largement le football et qui réunit tant de gens, des familles et qui nous rapproche de notre culture portugaise. Donc, on a rappelé que tu viens de Corbeil-Essonnes, des racines de Viana do Castelo, des racines aussi africaines. Donc, je crois que le message qu'on peut passer à tous les gens qui nous écoutent, je pense que pour s'accomplir dans la vie, il faut savoir d'où l'on vient. Et je crois que toi, tu as fait cette recherche. Et aujourd'hui, tu es quelqu'un de abouti et complet. Comme on disait hier, de quelqu'un de authentique, un mot que j'aime beaucoup. Et je pense que bah, tout ce que tu as pu nous dire, on a compris qui est l'artiste, mais on a aussi compris qui était l'homme. Il est de la famille Doubaifique. Et plus que ça, je pense à travers tes peintures. Bah, merci beaucoup d'être venu. Moi, pour ma part, ça a été super de le faire avec toi. Tu es la première personne qui fait un podcast sous ce format pour l'équipe d'Avenia. Je remercie aussi Dani de nous avoir fait confiance pour faire cet épisode. Merci. Et puis, je te laisserai le dernier mot de la fin, si tu veux dire quelque chose à la communauté. Mon nouveau combat, c'est faire en sorte que la page française de Wikipédia ne s'appelle plus Benfica Lisbonne, mais Sport Lisboa Benfica. Voilà, c'est mon dernier mot. Je m'arrêterai là-dessus. Non, continuer à supporter Benfica et à divulguer une bonne image. Hein, on est un club aux origines populaires. On est le plus grand club du Portugal et le plus grand club portugais au monde et l'un des plus grands clubs au monde. On est le deuxième club avec le plus de matchs en Ligue des Champions, le deuxième club avec le plus de victoires. Bon, peut-être pas victoire, mais le plus de matchs, c'est sûr. On a montré une belle image de nous, une bonne image de nous. Il faut, malgré ces temps difficiles, continuer à supporter notre club envers et contre tous. Et Jean Ford, et au Benfica. Écoute, merci Glaçon. Je dirais juste un dernier mot. Aujourd'hui, on a gagné en Youth League Ouais, en quart de finale. 3-2. Vous avez pu voir contre l'Inter Milan, 3-2 contre l'Inter Milan. Donc, on est au Final Four qui va se dérouler à Lausanne au mois C'est à de. Lausanne. Ouais, c'est à Ok, Lausanne, ok. en Suisse.
Donc pour toute la communauté suisse, préparez-vous à aller voir les matchs. C'est parti, Logan. On va essayer d'y aller. Donc voilà, je voulais juste simplement terminer. On s'appelle Aveigne. Donc je voulais t'en faire une. J'avais l'habitude de la faire avec Dani. Merci beaucoup Glaçon. Força Benfica et Vivo Benfica. Merci beaucoup. Merci à vous les amis et likez et partagez cette vidéo à tout le monde. Merci beaucoup Glaçon. Merci beaucoup, ciao.